Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de votre émission Face à Dakaractu, une émission dans laquelle nous recevons aujourd'hui M. Mohamed Baralo. M. Baralo, bonjour. Bonjour, M. Diouf. Je rappelle que vous êtes membre de la cellule communication de Tahaou Sénégal à Khalifa Sall. Khalifa Sall qui va boucler 900 jours de détention qu'il a bouclé hier. Quel est le sentiment le mieux partagé pour vous, ses souteneurs? Merci, M. Diouf. Je voudrais commencer d'abord par te remercier pour l'invitation. Khalifa Sall, effectivement, a bouclé 900 jours de détention. Le sentiment le plus partagé, ou les sentiments les plus partagés, sont peut-être au nombre de deux. Le premier sentiment, c'est celui de vivre une injustice que nous n'avons cessé de dénoncer, injustice dont a été victime Khalifa Sall, injustice dans le cadre d'une ingénierie politico-judiciaire qui a visé d'abord à l'écarter comme acteur politique majeur, qui a réussi, pour le constater, à l'écarter de la présidentielle. Donc une injustice que nous vivons, nous qui sommes ses collaborateurs et qui avons porté avec lui un projet et qui portons toujours un projet pour le Sénégal. Le deuxième sentiment, c'est un sentiment de fierté. Pourquoi fierté? Parce que 900 jours, Khalifa les a passés en prison avec beaucoup de dignité. Bien avant d'aller en prison, cette dignité l'a toujours marqué comme trait de caractère, mais en prison, il n'a pas perdu cette dignité, contrairement à beaucoup. Khalifa, pendant 900 jours de prison, n'a jamais cédé pour ses convictions. Les convictions qu'il a gardées avant d'aller en prison, même en prison, avec toutes les rigueurs carcérales que nous connaissons, il a gardé ces mêmes valeurs-là. Donc c'est pourquoi nous sommes fiers aujourd'hui de constater que Khalifa Sall, malgré tout ce qu'il a reçu comme brimade, comme atteinte, est resté la même personne, le même leader, avec les mêmes ambitions et les mêmes objectifs pour le Sénégal. La question c'était comment Khalifa Sall vivait-il ces 900 jours de détention? Vous y avez répondu. Il a en tout cas épuisé tous les recours judiciairement parlant dans cette affaire. Aujourd'hui, il lui reste juste à épuiser cette peine ou alors à bénéficier de cette grâce présidentielle. Mais avec la sortie du président Macky Sall avant-hier en France, il semble que lui, il n'est pas pressé de la donner. Oui, tous qui ont écouté le président de la République lors du dernier sommet ont compris que le président Macky Sall, en tout cas, comme il l'a si bien dit, au regard de son désir et de ses intentions, n'est pas encore prêt à accorder une grâce à Khalifa. Ça, c'est un constat. Mais le constat qui doit précéder aussi, c'est que Khalifa Sall n'est pas demandeur de grâce. Je l'ai dit tout à l'heure, Khalifa vit la prison avec beaucoup de dignité. Avec ses avocats, avec ses amis, avec ses conseillers, il a suivi la procédure judiciaire en épuisant tous les recours. Et là, je pense que vous me permettrez de juste faire une précision. Beaucoup ont l'habitude de dire que Khalifa Sall se fait manipuler par ses avocats ou par ses conseillers. Il faut vraiment ne pas connaître Khalifa pour penser une telle chose. Khalifa, c'est un homme avec une forte expérience, donc qui a géré ce dossier avec ses avocats, donc en plein accord. Et aujourd'hui qu'il a épuisé ses recours devant la justice, Khalifa le dit clairement, il n'est pas disposé à demander une grâce. Il n'a aucun problème aussi à épuiser sa peine. Et c'est là l'une des imprévues, je pense, dans cette affaire-là. Ceux qui ont amené Khalifa Sall en prison pensaient que Khalifa n'allait pas tenir les rigueurs de la prison. Ils ont sûrement pensé que Khalifa était un viveur qui ne pouvait pas vivre en prison. Alors qu'au contraire, Khalifa en prison, si aujourd'hui tu vas le rendre visite, tu sors de la prison requinqué à bloc. Parce que Khalifa Sall, c'est la grande forme. Khalifa Sall, c'est la tête sur les épaules. Khalifa Sall, il est constant, il est en forme, il vit la prison tranquillement. Donc aujourd'hui, c'est le président de la République qui doit s'en vouloir personnellement. C'est lui peut-être qui ne sait pas que faire de ce dossier Khalifa Sall-là. Parce qu'avoir quelqu'un en prison, malgré tous les rigueurs de la prison, et que cette personne ne soit pas disposée à venir commander une grâce, ça doit poser problème dans sa conscience. Et au regard des mots qu'il emploie, on se rend compte qu'il perd un peu de son sang-froid face à ce dossier-là. Mais Khalifa Sall, il est resté sur la même ligne, il reste sur la même ligne. Si le président veut le gracier demain, si le président l'aura décidé, s'il ne le gracie pas aussi, Khalifa Sall va continuer sa peine et l'épuiser tranquillement et dignement comme il l'a fait depuis le début.
Mais les khalifistes apparemment ne parlent pas le même langage. Il y a certains qui sont dans des tractations pour libérer Khalifa Sall, pour lui faire accorder une grâce. Il y en a d'autres qui ont même rejoint Macky Sall pour en tout cas précipiter cette grâce-là. Et on voit par exemple quelqu'un comme Barthélémy Dias qui reste un peu le seul à adopter cette position de principe et dire que la grâce n'intéresse pas Khalifa Sall. Doudou, vous êtes journaliste, vous couvrez la politique, vous connaissez la politique. Vous savez que la politique est très complexe. Et les agendas des uns et des autres parfois expliquent leur position. Ce qu'il faut d'abord mettre au clair, c'est que personne ne peut prétendre rejoindre Macky Sall parce qu'il veut précipiter la sortie de Khalifa Sall. C'est inconséquent. Khalifa Sall lui-même, depuis la prison, lui-même qui vit les rigueurs de la prison, n'a pas demandé de grâce. Donc celui qui est dehors ne pas en son nom et contre sa volonté rejoindre Macky Sall pour précipiter sa grâce. Et ceux qui ont rejoint Macky Sall, il faudrait peut-être plus les compter au nom des khalifistes. Parce que Khalifa, sa position, elle est très claire. C'est un combat qui a quand même duré depuis 2017. On est dans ce combat-là. Barthélémy Dias, c'est quelqu'un de très remarquable en sa manière de mener le combat, sa constance dans ses convictions et je dirais même en l'amour qu'il voue à ce pays qu'est le Sénégal, pour lequel il se bat. Il mène le combat à sa manière, pour le reconnaître. Mais d'autres personnes aussi, autour de Khalifa, sont aussi constants que lui. Peut-être n'ont pas les mêmes méthodes et les mêmes procédés et n'ont pas la même utilisation de l'opinion publique ou des médias. Mais ils mènent le combat selon les directives et les positions instruites par Khalifa Sall lui-même. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Autour de Khalifa, il y a des gens constants, des gens qui ont sa confiance, des gens qui continuent à le servir, à servir la cause que nous partageons tous avec Khalifa. Donc ces gens continuent à mener le combat. Maintenant, un combat, c'est des étapes. À un moment donné, on était dans l'instruction. À un moment donné, on était dans le procès. On était dans les recours. Là, on a épuisé les recours que nous avions. Khalifa Sall, c'est un républicain. Il est respectueux des lois et règlements de ce pays. Khalifa a choisi de mener le combat sur un plan politique et sur un plan judiciaire. Il n'a jamais été dans ses projets, et on le reconnaît aujourd'hui, on le lui reconnaît, on l'accepte, de mener un combat par la force. Donc aujourd'hui que les recours sont épuisés, Khalifa ne demande pas à ses militants d'aller le faire sortir de force de la prison de Rebeuss. Par contre, le combat politique, il est multiforme. Et on l'a compris, on le mène. Peut-être sans bruit, mais on continue à le mener. Le reste maintenant, comme on l'a dit, quel que soit ce qui sera décidé par le président de la République, que ce soit une grâce ou qu'il épuise sa peine, il y a un agenda politique de Khalifa qui est là, qu'il partage avec ses collaborateurs et qui sera mené à bout. Et en tant qu'organisation politique, tous les rendez-vous politiques qui sont devant nous, Khalifa Sall et ses collaborateurs s'organiseront pour y participer, comme leur conviction politique et leur projet pour le Sénégal le leur imposent. Cette division au sein des khalifistes semble même avoir atteint un peu la mairie de Dakar. Le maire Soham Wardini ne bénéficie presque plus de la confiance des conseillers municipaux pro-Khalifa. Bon, je ne partage pas la même position. Vous savez, il faut reconnaître une chose. Khalifa, c'est un leader assez charismatique. C'est quelqu'un qui arrive à faire le consensus autour de lui. Il est clair que si on compare Khalifa, maire, et Mme Wardini, qui a beaucoup de mérite, il faut le reconnaître, maire, on peut trouver de légères différences. De légères différences, parce que ça, c'était la personne de Khalifa, peut-être son parcours et sa capacité peut-être à même aligner autour de lui, même ce qui était peut-être de l'autre bord politique en ce qui concernait la mairie. Mais aujourd'hui, ceux qui étaient Khalifa, qui le soutenaient, savent que Mme Wardini aussi bénéficie pleinement de la confiance de Khalifa et continue à soutenir Khalifa Sall. Maintenant, l'espace politique a évolué, le champ politique a connu des changements depuis les élections. Et certaines positions, quand même, vous l'avez dit tout à l'heure, ont bougé. Certains, peut-être, je ne parle même pas de Mme Wardini, peut-être se voient, peut-être même aujourd'hui, un peu mal même autour de Khalifa, ou bien ont changé leur position initiale par rapport à Khalifa. Maintenant, ces gens, peut-être, ont des vues et des pratiques qui, peut-être, sapent la cohésion au niveau de la mairie. Mais n'empêche, toutes les décisions, ou bien toutes les AG qui ont été convoqués au niveau de la mairie, Mme Wardini est arrivée quand même à avoir la majorité. Ce qui veut dire que la majorité des conseillers municipaux aujourd'hui sont encore avec Mme Wardini. Khalifa, comment est-ce qu'elle a accueilli cet appel posthume
des retrouvailles de la famille socialiste? Ok. Je pense que Khalifa a fait une déclaration après le décès de Ousmane Tanor Dieng, pour qui nous prions. Khalifa, c'est quelqu'un de profondément humain. Je pense que tous qui le connaissent le savent, profondément humain. Malgré tout ce qui s'est passé, il garde en lui une certaine humanité. Et sa première réaction a été de prier pour un compagnon, un camarade de parti, auprès de qui il a cheminé, avec qui il a cheminé, avec qui il a mené des combats. Au-delà maintenant de cela, effectivement, certains ont appelé à des retrouvailles au niveau de la famille socialiste. Khalifa ne connaît que le Parti socialiste. Khalifa n'a connu que le Parti socialiste. Et vous avez constaté, comme beaucoup de Sénégalais, comment est-ce que ce parti s'est positionné quand le pouvoir du président Macky Sall a attaqué Khalifa Sall. Je ne pense pas que le parti ait fait preuve de grande solidarité auprès d'un militant qui a consacré sa vie au Parti socialiste. Maintenant, Khalifa, certainement, peut avoir de la hauteur par rapport à cette prise de position du parti. Maintenant, Khalifa aussi, aujourd'hui, en 2019, ce n'est pas seulement le Khalifa du Parti socialiste. Khalifa est dans une dynamique qui s'appelle Tahaou Sénégal Khalifa, qui regroupe non seulement des militants socialistes, mais aussi d'autres partis politiques, des Sénégalais sympathisants qui ne sont pas militants de partis politiques. Donc aujourd'hui, l'avenir de Khalifa Sall ne peut pas se résumer au Parti socialiste. Et je pense que si on parle de socialistes aussi, peut-être qu'il faut aller au-delà du Parti socialiste en tant que parti politique. Peut-être aller pêcher, ou bien aller chercher autour de tous les socialistes, en dehors du Parti socialiste et tous les militants, peut-être bâtir une nouvelle dynamique politique dans laquelle peut-être le PS originel pourrait, qui sait, rejoindre Khalifa Sall. Mais le PS est avec Macky Sall. Et Khalifa Sall n'entend pas, et je le pense, rejoindre le Parti socialiste pour s'aligner derrière Macky Sall. Ce serait même très inconséquent de sa part. Voilà. Ça, je ne pense pas que ça soit une attitude que Khalifa puisse avoir. On va aborder une autre question, c'est par rapport à l'affaire Petro-Tim. La division des investigations criminelles, c'est l'information qui est sortie dans la semaine dans la presse. La division des investigations criminelles a bouclé l'enquête qui a été confiée au doyen des juges qui va sûrement ouvrir une information judiciaire. Un commentaire par rapport à ça? Le premier commentaire que je fais et qui reste un sentiment, c'est que tant que le président Macky Sall sera président de ce pays, cette affaire ne sera pas tirée au clair. Essayons juste de remarquer la célérité qui a été observée dans les dossiers comme celui de Khalifa Sall et ce que nous voyons dans ce dossier-là. L'affaire Petro-Tim, on en parle depuis des années. Il a fallu qu'un média étranger, certes avec certains moyens, en parle pour que l'État, le régime du président Macky Sall, se mette à réagir. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette avalanche-là qui est venue de l'étranger, ils auraient étouffé l'affaire. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est se précipiter à blanchir Aliou Sall. Ce scandale, il est gros, il est très gros. Il ne porte pas seulement sur 400 000 CFA, comme on aime le dire en riant, mais il porte sur un potentiel capable de mettre le Sénégal sur les rampes du développement. Le Sénégal a eu la chance d'être donné par le bon Dieu de ressources naturelles. Et ces ressources-là, la grandeur politique aurait voulu qu'elles soient gérées avec la plus grande rigueur, afin qu'elles servent non seulement les générations présentes, mais surtout les générations à venir. Et si un groupe de personnes, de manière assez inconsciente et insouciante de l'avenir de ce pays, se permet de faire des deals autour de ces ressources-là, c'est condamnable et la justice devrait de manière très impartiale gérer cette affaire, la mettre au clair et restituer aux Sénégalais ce qui leur appartient. C'est une question de temps. C'est une question de temps, mais la justice sera faite sur cette affaire un jour. Mais personnellement, je n'ai pas confiance en la procédure qui est enclenchée parce que je ne vois pas le président Macky Sall se compromettre lui-même. Parce que je pense qu'avancer assez clairement sur ce dossier, c'est compromettre sa personne parce qu'il est le premier responsable de ce qui s'est passé, à mon avis. Je rappelle que vous êtes originaire de Mbacké, originaire de Touba. Oui. Les élections locales, elles ont été repoussées à une date ultérieure, on ne la connaît pas encore. Ouais. La ville de Touba continue
elle, de souffrir des maux comme les inondations, le manque d'eau. Est-ce qu'à votre niveau, peut-être au sein de votre formation politique, de votre mouvement politique, est-ce que à votre niveau, vous êtes prêt à trouver une alternative à l'équipe dirigeante aujourd'hui de la mairie de Touba? Okay. Comme vous l'avez si bien dit, hein, Touba c'est une grande ville, peut-être la deuxième plus grande ville du Sénégal. C'est une ville qui a beaucoup de potentiel économique. C'est pourquoi c'est assez navrant quand même de voir la situation de cette ville au regard de tout ce qu'elle aurait pu avoir. Ça, c'est la première chose. Maintenant, remarquez, mais surtout accepter que la mairie de Touba a ses propres règles. C'est le khalife général des Mourides qui choisit son maire. Et personnellement, je fais partie de ceux qui pensent qu'il devrait continuer à choisir le maire. Parce que Touba, comme j'ai dit, c'est une spécificité. Et on n'a pas à avoir un conflit de leadership imaginable dans cette ville en ce qui concerne sa gestion. Maintenant, au-delà de ça, je pense et j'invite les autorités locales actuelles ainsi que celles qui seraient prêtes appelées demain à gérer la mairie à faire preuve de plus d'engagement à régler les problèmes des habitants de Touba. Parce que je pense qu'il y a assez de potentiel pour régler les problèmes de l'assainissement, pour faire les infrastructures et pour accompagner le développement. Maintenant, ce qui est peut-être en jeu, c'est peut-être la mairie de Mbacké et le conseil départemental. Effectivement, au présidentiel, on était dans une coalition entre nous, Khalifa Sall et Idrissa Seck, qui a eu un assez bon résultat aux élections présidentielles. L'espace politique a évolué, notamment au PDS, avec certains remous. Et ces remous vont certainement impacter la situation politique au niveau de la ville de Touba, qui était quand même un bastion du PDS. Il n'empêche, avec les membres de la coalition, on est en train de réfléchir sur les voies et moyens pour aller à la conquête non seulement de la mairie de Mbacké, mais également du conseil départemental. Et à l'occasion, on est engagé en politique pour servir le Sénégal, pour servir nos localités. On ne manquera pas quand même d'essayer d'avoir notre place et de servir la ville de Mbacké, le département de Mbacké. Maintenant, il faut aussi qu'on le comprenne dans ce pays, la politique, c'est une voie privilégiée pour servir les populations. Mais au-delà de la politique aussi, il y a d'autres voies qui sont là, qui peuvent aider à servir la population. Et depuis un moment, avec certains partenaires, comme M. Mokhtar Sarr de MNA Capital et d'autres acteurs économiques de la zone, on est en train d'organiser des rencontres économiques à Touba. Donc, pour essayer vraiment de créer un cadre d'échange, de coopération entre les acteurs économiques pour booster non seulement le développement de Touba, mais au-delà du Sénégal, parce que nous avons compris que le Sénégal, son développement ne peut être porté que par les Sénégalais. Il faut que les Sénégalais aient de l'initiative, il faut que les Sénégalais s'associent pour penser à des projets structurants sur lesquels travailler. Et eux, ils ont commencé à Touba. Et on travaille ensemble pour renforcer ces cadres-là. Donc ça, c'est le deuxième volet par lequel on essaie de participer au développement de la localité. Quels sont les résultats comportants de ces rentrées économiques? Des résultats assez satisfaisants. Je rappelle qu'au mois de mai, on a fait une rencontre sur le financement participatif. Le financement participatif, c'est vrai qu'il semble assez nouveau pour beaucoup, mais c'est une forme de financement qui est assez vieille pour la communauté mouride. Je rappelle que certains grands travaux, les rails, la mosquée, ont été financés à Touba de manière très participative. Donc aujourd'hui, on essaie de dire aux opérateurs économiques, vous avez peut-être de l'argent, mais singulièrement, vos actions sont très limitées. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que l'on comprenne que c'est ensemble qu'on peut faire de grandes choses. Raison pour laquelle, si les uns ont le savoir stratégique, les autres ont de l'argent, les autres ont des capacités opérationnelles à dérouler, il faut qu'on s'associe pour investir sur des secteurs porteurs pour la ville et pour le Sénégal. On essaie de les sensibiliser, on essaie d'associer les pouvoirs publics, on essaie d'associer le secteur financier et on essaie de créer ce temps environnement-là, cette dynamique-là, qui, on le passe à terme, aidera la ville de Touba et le Sénégal à s'approprier son économie, à la rendre endogène et à créer une plus grande résilience économique par rapport aux chocs étrangers. On va terminer cet entretien avec une dernière question. C'est la mosquée Massalikul Jinan qui va être inaugurée le 27 septembre prochain. Qu'est-ce que l'inauguration de cette mosquée-là vous inspire? Avant tout, c'est un sentiment de fierté. Un sentiment de fierté surtout parce que c'est la preuve
de l'accomplissement de l'œuvre de Serigne Touba. Je n'ai pas la source exacte, mais je pense que Serigne Touba avait eu des vœux par rapport à cette mosquée à Dakar-là. Et si aujourd'hui, en 2019, cette mosquée elle est bouclée, il y a de quoi être fier. Maintenant, la plus grande leçon que j'en tire, elle n'est pas religieuse. Elle relève de la capacité des Sénégalais à se prendre en main. Cette mosquée, c'est presque 20 milliards de CFA, mobilisés par la communauté mouride. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au Sénégal, les communautés, qu'elles soient religieuses ou pas, que ce soit la communauté mouride ou pas, mais les Sénégalais, lorsqu'ils le veulent, lorsqu'ils en ont l'ambition et la volonté, peuvent s'organiser, comme je le disais tout à l'heure au niveau de Touba, pour financer l'économie, pour investir dans des secteurs stratégiques, pour s'arranger à ce que le Sénégal soit aux Sénégalais. On est dans un monde d'échange, certes, un monde de donner et de recevoir, comme on aime le dire. Mais dans ce monde aussi, il faut qu'on arrive à donner. Et pour qu'on puisse donner, il faut que l'on s'organise, il faut que l'on tienne debout pour pouvoir donner, pour proposer quelque chose aux Sénégalais, ensuite au monde. Et cela passe par des initiatives comme celle que nous avons eues avec la mosquée, mais qui doit se traduire dans d'autres secteurs économiques, surtout au Sénégal. Donc, aider le Sénégal et les Sénégalais à s'approprier leur économie. Donc, c'est le meilleur exemple, je pense, la meilleure leçon qu'on peut tirer de ce qui a été fait par la communauté mouride au niveau de la mosquée Massalikul Jinan. Mohamed Baralo, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de cette émission. Doudou, c'est moi qui te remercie. C'est une occasion très belle qui m'a été offerte d'échanger avec les Sénégalais sur l'actualité. J'en profite pour te féliciter pour tout le travail que tu fais, surtout en ce qui concerne l'information politique.